Monsieur le ministre, vous voyez, j'ai noté dans votre livre, j'ai presque sali le livre, hein. J'ai tellement lu le livre. Le travail des Awa Domino est détaillé et fouillé, donc je voudrais demander aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes d'aller s'acheter ce livre pour comprendre ce qui s'est passé en 2010. Le président Laurent Gbagbo a bel et bien remporté les élections et il a fallu un concours d'une association de malfrats, donc avec à la tête Nicolas Sarkozy et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour que Alassane Ouattara soit aujourd'hui à la tête des Ivoiriens, ce qui pour moi est peut-être le plus grand crime de ce début du 21e siècle, qui était commis sur un peuple indépendant et souverain. Je voudrais confirmer que c'est ma première prise de parole depuis ce qui s'est passé en 2010-2011, donc depuis une quinzaine d'années, alors que j'ai joué un rôle de premier plan. Et deuxième élément que je voulais dire, c'est que le livre lui-même, ça fait 5 ans qu'il est apparu. C'est la première fois qu'on parle de ce livre, parce que je cherchais une opportunité pour parler de ce livre. Et l'élection présidentielle à 2025 m'a paru être cette opportunité. Troisième élément, la CEI elle-même. En 2010, elle était consensuelle. 2025, on n'y est pas du tout. Moi, je me dis, si en 2010, avec un scrutin inclusif, avec une liste électorale consensuelle, avec une CEI sur laquelle on s'est mis d'accord, on arrivait au résultat qu'on déplore même plus, qu'est-ce qu'il en sera en 2025 maintenant que le scrutin n'est pas inclusif, que la liste électorale n'est pas fiable, que la CEI n'est pas impartiale? En même temps, personne ne souhaite, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs dans le monde, que ce qu'on a vécu en 2010 se reproduise. Newpol, la chaîne qui bouleverse vos certitudes. 93. Je sais que ce chiffre ne dit pas grand-chose aux Ivoiriens, mais c'est le nombre de résolutions, de lois, d'ordonnances, d'articles, de décrets et de décisions qui ont été violés par un certain nombre d'individus pour que justement Alassane Ouattara soit aujourd'hui à la tête des Ivoiriens. J'ai pris le soin de compter en lisant donc le livre du docteur Issa Malik Coulibaly. Donc c'est aujourd'hui l'invité que je reçois. Et quand je dis que ces décrets, ces résolutions, ces lois ont été violées, je suis en train de dire qu'il y a peut-être ici un crime qui a été commis. Parce que comme vous savez, dans un État démocratique, où, comme disait Jacques Rousseau, dans du contrat social, la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Et la volonté générale, c'est l'expression du souverain. Et dans les monarchies, la violation ou l'atteinte justement à la loi ou au souverain, c'est un crime qu'on appelle le crime de lèse-majesté. Et ce crime est passible justement chez les Ashantis du Ghana d'un châtiment qu'on appelle l'atopéré, c'est-à-dire un châtiment qui part de la torture du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que le mort s'en suive. Autrement dit, si nous étions chez les Ashantis du Ghana, Nicolas Sarkozy, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, et même le procureur de la Cour pénale internationale aurait pu subir ce châtiment qu'on appelle l'atopéré. Et c'est pour revenir sur ces événements qui ont marqué la vie ivoirienne, au cours de laquelle la souveraineté de la Côte d'Ivoire et la dignité des Ivoiriens ont été violées, que je reçois aujourd'hui notre invité du jour, qui est le docteur Issa Malik Coulibaly, ancien ministre, médecin de son État, et surtout, il est le premier Ivoirien expert électoral. Et ce qui me fascine d'autant plus chez le ministre Issa Malik Coulibaly, c'est que c'est une personne très rare. Il parle très peu, comme vous savez, tout ce qui est rare est précieux. Donc, c'est pour m'entretenir sur ce livre absolument formidable. Un livre tellement riche que j'ai dû noter sur chaque page pour pouvoir justement m'entretenir avec lui. Donc, aujourd'hui, monsieur le ministre, je suis très heureux de vous recevoir. Merci. C'est un honneur que vous me faites. Et Merci. donc, voilà, monsieur le ministre, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre-là. Je pense que vous avez écrit ce livre-là quand vous étiez en exil au Bénin. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'honneur que vous me faites d'échanger avec vous autour de ce livre. Ce livre qui s'intitule Les Nations Unies et les élections en Afrique, le cas de l'élection présidentielle 2010 en Côte d'Ivoire. La motivation est venue du fait que j'ai été un acteur important du processus électoral 2010 en Côte d'Ivoire, en tant qu'un directeur national de campagne du candidat Laurent Gbagbo.
Et j'ai vécu de très près tout ce qui s'est passé. Et cela m'a conduit, comme beaucoup d'autres Ivoiriens, en exil. Et en étant là-bas, je me suis demandé pourquoi j'y suis et comment faire en sorte que personne d'autre ne soit obligé d'être en exil pour des questions électorales. Et cette réflexion m'a conduit au fait que, à mon avis en tout cas, dans nos pays, la question de la démocratie est une question sur laquelle il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, j'ai décidé de chercher une formation où je pouvais, après avoir été un praticien de la démocratie, notamment des élections dans mon pays, donc chercher une formation où je pouvais compléter cette pratique-là par la théorie liée à l'enseignement sur la démocratie. Et j'ai cherché et trouvé à l'université d'Abomey Calavi au Bénin, où j'étais, un enseignement qui est dispensé par la faculté de droit et qui est rattaché, à laquelle est rattachée la chaire UNESCO des droits de l'homme et de la personne. Et cette chaire-là dispensait un enseignement sur les questions de démocratie et d'élection. Et c'est pour cela donc que j'ai fait cette formation, pour que, aguerri que je serai, je puisse contribuer pour faire en sorte que dans mon pays, en Afrique et ailleurs dans le monde, que les élections ne soient plus l'objet de bagarres, l'objet de destruction, de tueries, d'exil, de mandats d'arrêt et autres. Voici un peu ma motivation pour répondre à votre question. Oui, merci Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je peux vous dire que ce livre est absolument beau et j'invite tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes à se procurer ce livre tellement riche. Et donc, Monsieur le ministre, avant de commencer, vous avez dit quelque chose dans l'avant-propos. J'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé la pudeur avec laquelle vous vous exprimez dans l'avant-propos. Vous commencez par expliquer que vous avez rencontré des difficultés justement pour pouvoir vous inscrire à cette chaire-là, d'autant que les rebelles, lorsqu'ils ont pris le nord de la Côte d'Ivoire, ils sont parvenus, comme vous l'avez dit dans votre livre, à faire de vous un sans diplôme. Et ce qui m'a plu, c'est que les rebelles vous ont pris beaucoup de choses, mais vous n'avez pas fait cas des biens matériels qui vous ont volés, mais surtout, ce qu'ils vous ont pris, ce sont des biens immatériels. Monsieur le ministre, vous pouvez revenir sur cet épisode qui a marqué votre vie. Ah, peut-être que c'est l'occasion de dire la formation que j'ai eue. Et au plan académique, je suis médecin de formation, diplômé de la faculté de médecine d'Abidjan. Et dans cette faculté, après mes études de médecine, j'ai fait 3 spécialités. De 3 années chacune, sanctionnées chacune par un diplôme de spécialisation. Il s'agit de la pneumophysiologie, de la santé publique et de l'épidémiologie. Ce qui me faisait 17 années d'enseignement supérieur au moment de la rébellion. Et lorsque ces événements sont survenus, moi, je n'aime pas beaucoup le terme crise post-électorale. Parce qu'en réalité, les choses ont commencé bien avant les élections. On est d'accord. Me concernant, ma maison a été détruite à Korogo en février 2010, 10 mois avant les élections. Une maison que j'avais construite quand j'étais étudiant. Ah oui. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas le terme crise post-électorale, parce que les choses ont commencé bien avant. Mais lorsque on a voté au premier et surtout au deuxième tour, les rebelles sont arrivés dans beaucoup de résidences de personnes en Côte d'Ivoire. Et en ce qui me concerne, les biens matériels qui ont été emportés, je n'en fais pas cas parce qu'on peut les acquérir de nouveau progressivement. Mais ce qu'on ne peut pas retrouver, et c'est ça qui m'a paru important, c'est notamment les diplômes, les origines des diplômes que j'ai obtenus. Les photos de famille, de mes parents décédés, de mes grands-parents décédés, de mes enfants, de mariage, de ma thèse doctorale d'état en médecine et des autres diplômes, des autres événements sociaux qui avaient été immortalisés par les images, les vidéos et autres. C'est la perte de ça. Et la documentation, ma bibliothèque est partie, je ne sais même pas, je ne peux pas dire en fumée parce que ça a été purement emporté. Et c'est ça qui m'a paru le plus important.
Et ce qui fait, quand je voulais Ouais. m'inscrire à ce diplôme-là à l'université au Bénin, je n'étais pas capable de produire les documents universitaires qui prouvaient que j'avais le Oui, niveau requis pour prendre l'inscription. Et dans mon livre, je absolument. remercie vraiment toutes les personnes qui ont facilité cette inscription. C'est notamment l'Ordre des Oui, médecins de Côte d'Ivoire, le directeur de la chaire à l'époque et ses collaborateurs qui ont fait preuve d'une oui. grande compréhension pour permettre mon inscription. Je suis devenu donc quelqu'un qui est devenu sans diplôme après avoir fait Oui, 17 oui, ans de exactement. formation. Oui. Voilà. Et donc, ça traduit justement, Monsieur le ministre, euh, et pour moi, c'est là où vous représentez pour moi un patrimoine pour les Ivoiriens parce que, en dépit de tout, en dépit de tous ces obstacles-là, vous avez tenu à, à cette formation et en dépit du fait que les rebelles ont fait de vous un sans diplôme. Mais moi, la question suivante, Monsieur le ministre, parce que quand je lisais votre livre, je l'ai lu avec un autre livre qui est là. Ça a été écrit par Georges Nérac. Georges Nérac, c'est un pseudonyme de l'ancien porte-parole des forces Licorne en Côte d'Ivoire, qui a écrit un livre qui lui a valu son poste dans l'armée ivoirienne. Il a dû quitter l'armée après avoir publié ce livre-là à son retour de Côte d'Ivoire. Il dit à la page 85, je vais vous retrouver la page, excusez-moi, monsieur le ministre, vous allez voir. Il dit on apprend ainsi que les rebelles, pardon, les voleurs, auraient pillé la BCAO pour un butin estimé à 5 milliards de francs. Oui, ils se sont partagés le magot et cela a dégénéré. Résultat des courses, 23 morts et plus de 30 blessés. Donc, monsieur le ministre, ce que je voulais vous poser comme question ici, c'est comment ça se fait que les rebelles qui ont pillé votre maison, qui vous ont pris plus que des biens matériels, des choses qui vous sont très chères, ces mêmes rebelles qui ont cassé la banque BCAO à Boaké, le gouvernement ivoirien se trouve, après les événements, à vous lancer un mandat d'arrêt et les rebelles, on ne les touche pas. Comment vous expliquez cela? Bon, ça fait partie des choses que l'histoire doit pouvoir nous décortiquer avec le temps donc. Oui, Mais c'est vrai que c'est incompréhensible que les banques centrales de l'Afrique de l'Ouest, dans leurs agences en Côte d'Ivoire, notamment à Boaké, à Korogo et à Man, aient été pillées au vu et au su de tout le monde, qu'il n'y a aucune poursuite et que le président Gbagbo Laurent soit au contraire poursuivi pour avoir cassé ou prétendument pour cassé casser la la BCAO. BCEAO. Oui. Je pense que c'est des questions que l'histoire va nous aider à élucider parce que c'est simplement Oui, incompréhensible pour l'instant. absolument. Et monsieur le ministre, d'ailleurs, vous avez raison de soulever parce que moi, je pense un peu à Machiavel parce que je suis un lecteur, j'aime beaucoup la politique, donc je me suis formé un peu en politique. Et Machiavel a une phrase dans Le Prince. Il dit il y a deux façons de combattre, l'une avec la loi, l'autre avec la force. Je pense que ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo, c'est une application assez minimaliste de ce que dit Machiavel, mais ce Ouattara instrumentalise la loi pour écarter un adversaire redoutable, un adversaire devant lequel il a perdu les élections en 2010. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Je tenais à montrer aux téléspectateurs dans le livre le mandat d'arrêt qui a été délivré contre vous dans le livre. Et j'ai lu par exemple quelque part, vous me direz ce que vous en pensez, monsieur le ministre. Il dit que c'est donc le mandat d'arrêt est adressé c'était un mandat d'arrêt international qui a été délivré et les chefs d'inculpation qu'on vous reproche, hein, vous êtes inculpé de vol en réunion, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez volé en Côte d'Ivoire? Bon, sur les motivations du mandat d'arrêt, je dois dire que je n'ai pas été le seul à avoir été l'objet de ce mandat et préciser que pour nous Ouais, tous, l'objet est le même. ouais. Ah ouais. Quand même, Donc en vérité, c'est une chasse aux sorcières. ça veut dire ce que ça veut dire pour Ouais, ceux qui ont émis les mandats, mais l'objet est le même pour tous ceux qui ont ouais, été l'objet, qui ont eu un mandat d'arrêt international. Bon, il est ouais. heureux de Je crois que constater aussi qu'avec le ministre Kone Katina aussi avait un mandat d'arrêt. voilà, il est heureux de constater qu'avec le temps, tout le monde s'est aperçu qu'il n'en était rien et que les mandats étaient levés et que nous sommes revenus dans notre pays où nous circulons Ok. tranquillement. Voilà. Donc, monsieur le ministre, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le sujet qui touche votre livre que j'ai sous la main ici, qui est un livre absolument, absolument riche, bien écrit, composé à la limite comme une pièce d'opéra, parce que vous avez commencé par déposer un certain nombre de notes, comme on fait avec ceux qui connaissent le solfège en musique. Vous déposez des notes, et sans ces notes-là, on ne peut pas créer l'harmonie après. Donc, vous allez commencer par une forme de ce qu'on appelle une clarification conceptuelle, parce que vous allez prendre le soin d'expliquer des concepts clés sans lesquels on ne peut pas comprendre les événements ivoiriens. Donc, on va commencer par le concept de contentieux électoral. Commencer par ce que c'est que le contentieux électoral, monsieur le ministre. En tant qu'expert électoral,
pourrait dire aux Ivoiriens c'est quoi le contentieux électoral? Si vous permettez, dans la mesure où le choix des concepts est lié aux événements qui surviendront malheureusement après, je voudrais rappeler le contexte dans lequel Allez-y, monsieur le ministre. l'élection 2010 s'est déroulée. Comme beaucoup de pays francophones, la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance en 1960. Et pendant 40 ans, la Côte d'Ivoire a organisé régulièrement et à date constitutionnelle toutes les élections, y compris l'élection présidentielle. L'élection présidentielle de 90 et de 95 a été l'objet de contentieux devant la Cour suprême à l'époque, qui a été remplacée par le Conseil constitutionnel actuel. Mais ces contentieux ont été réglés conformément au texte en vigueur. Donc sans guerre, sans violence, sans bagarre. C'est en 2005 que pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire n'a pas pu organiser l'élection présidentielle notamment. Parce qu'en septembre 2002, une tentative de coup d'État est survenue, qui a été transformée après en rébellion et qui a divisé notre pays en deux parties. Le Nord, on va dire, gouverné par la rébellion, et le Sud, gouverné par le gouvernement légal. Et entre les deux, une force qu'on a appelée la force tampon, et qui était donc assurée par l'opération française Licorne. Et en raison de la partition du pays et en application de la Constitution qui était en vigueur à l'époque, on ne pouvait pas organiser des élections. Et le président Gbagbo Laurent, qui gouvernait la Côte d'Ivoire, s'est attelé à chercher des solutions pour pacifier le pays. Il s'est donc mis dans beaucoup de discussions. Et notamment, dès 2002, la crise est survenue en septembre, mais avant la fin de l'année 2002, le président Yadema, paix à son âme, a organisé la première réunion. Et cette réunion avait abouti à un cessez-le-feu. Et en 2023, les différents protagonistes, sans le gouvernement ivoirien, se sont retrouvés à Kléber, enfin, à Marcoussis, et puis à Kléber. À Marcoussis, son François. À Marcoussis, voilà, pour essayer de trouver des solutions. Et en 2024, c'était à Accra que les réunions ont eu lieu. En 2025, c'était à Pretoria. Et en 2007, donc Pretoria, c'est en 2005, et en 2007, c'est là qu'ont été signés ce qu'on appelle les accords politiques de Ouagadougou. Et c'est dans ce cadre-là que les élections ont été organisées. C'est important de rappeler ce contexte qui était un contexte. Dans l'accord politique de Ouagadougou, une des dispositions, il y avait deux dispositions importantes. La première était que la rébellion a souhaité qu'il y ait une loi d'amnistie dans le cadre du pardon mutuel et de la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo a accédé à cette requête et il a pris une loi d'amnistie qui a concerné tous les faits de tentatives de déstabilisation du pays qui ont couvert la période de 2012 jusqu'à la date de l'accord. Et la deuxième mesure, c'est que les rebelles s'étaient engagés à désarmer 2 mois avant les élections. 2 mois, 2 mois. Parce que ce n'était pas concevable d'aller à des élections avec une rébellion armée. Et cet engagement de la rébellion à désarmer était dans tous les accords qui ont été signés. À Lomé, à Pretoria, à Accra, à Kléber, dans tous ces accords, l'engagement de la rébellion à désarmer était consigné, mais en réalité, ce désarmement n'a jamais eu lieu. À tel point que le gouvernement du président actuel a fait ce qu'on appelle le DDR véritablement, donc essayer de désarmer réellement la rébellion. Donc ça veut dire que il ne faut pas oublier que dans le contexte dans lequel les élections ont eu lieu, c'était un contexte dans lequel le désarmement n'avait pas eu lieu. Et vous avez en même temps une pression internationale qui poussait le président Gbagbo Laurent à aller aux élections en disant qu'il ne veut pas organiser le scrutin parce qu'il a peur de le perdre. Mais on a été aux élections avec des armes à la tempe et on l'a vu après dans le scrutin qui s'est déroulé notamment dans la partie du Nord. Donc voici un peu le contexte qui me paraissait important de rappeler
pour bien comprendre la suite. Maintenant, en ce qui concerne les concepts clés, j'ai parlé d'état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel les textes, c'est-à-dire la Constitution, les lois, les décrets qu'on se donne librement sont respectés par tout le monde. Absolument. Oui. On se rendra compte après que ça n'a pas été le cas à beaucoup de moments. Oui. Et le contentieux électoral, pour être simple, c'est tout ce qui est entorse au code électoral. Le code électoral, vous savez, c'est la loi que le pays se donne pour régir les élections. Et tout ce qui est entrepris comme action et qui n'est pas conforme au code électoral est défini donc comme une fraude et peut être l'objet d'un contentieux électoral. On a défini aussi quelque chose de très important qu'on appelle la certification. Oui. Alors, sur la certification, il est important de dire que c'est un dispositif qui était appliqué en Afrique par les Nations Unies pour la première fois. Oui. Aucun pays africain avant la Côte d'Ivoire qui a organisé un scrutin avec l'assistance des Nations Unies en donnant aux Nations Unies le rôle de certificateur de toutes les étapes du processus électoral. C'était en fait une sorte d'expérimentation pour tout le monde, pour le pays, pour les acteurs, pour les Nations Unies. Et même le concept au niveau mondial n'avait été expérimenté que 2 fois auparavant, au Timor-Est et au Népal, donc un peu avant nous. Mais en Afrique, c'était vraiment la première fois que cette certification était définie. Et c'est important aussi de savoir ce qu'on appelle la certification. Parce que plus tard aussi, on s'est rendu compte que l'incompréhension autour de ce concept a été préjudiciable pour la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies ont dit dans une de leurs résolutions que la certification concerne toutes les étapes du processus électoral et concerne particulièrement 5 critères. Et ce sont ces critères-là que le certificateur devait examiner et dans son rapport dire si ces critères sont respectés ou pas. C'est ça. Voilà, on verra le détail dans le livre, mais la certification insistait sur le fait que les organes nationaux en charge des élections, leurs prérogatives, la Cour suprême, Conseil la Cour constitutionnelle, Commission électorale indépendante, leurs prérogatives restent intactes. La certification ne remplace pas leurs prérogatives. La certification se greffe à leurs prérogatives. C'est important de le savoir parce qu'on se rendra compte que par la suite, les choses ont été comprises et faites autrement. Donc voici de façon basique les concepts qu'il nous a fallu importants de rappeler en début de cet ouvrage. Alors, Monsieur le ministre, effectivement, vous avez tout à fait raison parce que vous avez parlé du respect des dispositifs nationaux ivoiriens qui sont en place, comme la CEI. Donc, en fait, pour mieux comprendre, il faut qu'on se rende compte effectivement qu'il y avait 4 instances qui étaient chargées d'organiser les élections. Dans la CEI, on est d'accord, le Conseil constitutionnel, le facilitateur, en l'occurrence, qui joue le rôle d'arbitre, en l'occurrence, à l'issue de l'accord de politique de Ouagadougou. Mais ce ministre, ma question, c'est que le certificateur, c'est-à-dire le facilitateur, qui est le président Blaise Compaoré du Burkina Faso, mais en réalité, comment vous expliquez que l'ONU l'ait choisi pour être un arbitre, alors que lui-même, il était partie prenante dans cette crise-là, puisqu'il a même hébergé les rebelles dans son pays avant l'attaque contre la Côte d'Ivoire, en l'occurrence Blaise Compaoré? Bon, je voudrais quand même faire remarquer qu'il y a une différence entre la facilitation du processus électoral à travers l'accord privé de Ouagadougou et la certification. La certification, c'est les Nations Unies et la facilitation, c'est la CEDEAO à travers le président du Faso, le président Blaise Compaoré. Maintenant, comment il a été choisi? Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il était président de la CEDEAO. Peut-être c'est en cette qualité-là qu'il a été choisi. Et je pense aussi que, compte tenu de tout ce qu'on sait comme rapport qu'il avait avec la rébellion, il était aussi peut-être, en tout cas a priori, le mieux placé pour rapprocher les positions qui étaient si antagonistes.
Maintenant, est-ce que dans la pratique, ça a Ok. été le cas ou pas? C'est en lisant le livre que chacun se fera une opinion sur ça. Vision du livre, effectivement. Et ça, c'est très important. Donc, puisqu'on parlait aussi de la CEI, il faut comprendre aussi que pour comprendre ce qui va se passer à la suite, notamment lors des élections du premier et du scrutin du premier et du deuxième tour, il faut comprendre ce que dit l'article 35. Donc, l'article 35 dit en fait que définit la composition de chaque bureau de vote, monsieur le ministre. La composition de la CEI, Oui, en fait, la CEI, par exemple, devrait donner la composition de chaque bureau de vote, notamment, et dit que chaque bureau de vote doit être composé d'un président désigné par la commission, de 2 représentants de chaque candidat et de 2 secrétaires. Donc, on va se rendre compte qu'au cours du scrutin, il y a des représentants de certains candidats qui seront absents des bureaux de vote. Ce qui, pour moi, ramène à la question de la régularité. Donc, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez définir le concept de régularité? bon, en ce qui concerne la composition des bureaux de vote, il y a une partie qui relève de la CEI et une partie qui relève Mhm. des candidats. La CEI avait mis en Oui. place ce qu'il était censé mettre en place. Au premier tour du scrutin, mon candidat, le président Laurent Gbagbo, avait fait pareil pour ses représentants. Ce qui fait qu'au Mhm. premier tour du scrutin, il n'y a pas de difficulté. Oui. Voilà. C'est au deuxième tour que 500 représentants, le candidat Laurent Gbagbo, ont été chassés de leur bureau de vote. Et effectivement, comme ils étaient signataires des procès-verbaux sanctionnant le scrutin, évidemment, ça a posé un gros problème. Je rappelle que ces mêmes 500 représentants avaient voté pour le candidat Laurent Gbagbo au premier tour. Et au Ouais. deuxième tour, ils ont été chassés, brutalisés, molestés, parce que justement, la rébellion n'était pas désarmée. Et ça aboutit au fait que ce candidat n'a pas été représenté dans beaucoup de bureaux de vote. Face à l'impunité, la justice. Pour les Ivoiriens, pour les Français et pour tous ceux et celles qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 et ont été victimes du complot contre Gbagbo et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été marquée par des violences qui ont laissé des blessures profondes. Des crimes graves restent impunis. L'impunité nourrit la violence. Pour construire un avenir de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, la justice doit être rendue. Face à l'échec de la Cour pénale internationale, CPI, qui n'a pas pris en compte les acteurs étrangers qui ont participé du malheur des Ivoiriens, des Français et autres, nous demandons la création d'un tribunal pénal international. Ce TPI vise à apporter une véritable réponse juridique à tous les crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, peu importe la nationalité de leurs auteurs. Pour la justice, la vérité, les réparations et pour une réconciliation vraie des Ivoiriens, signons la pétition, elle est totalement gratuite. Votre signature est une voie pour la justice. Ok. Donc, voilà. Merci, monsieur le ministre, pour ces clarifications conceptuelles. Je rappelle que la régularité d'un scrutin est très important pour ce qu'on appelle la sincérité du scrutin. Donc, ce que vous dites est très important. Donc, monsieur le ministre, on va parler de ce qui s'est passé au premier tour des élections de 2010. En gros, d'après les missions de l'observation de l'UE, de l'Union africaine, le Centre Carter, au premier tour, tout s'est bien passé, globalement. Sauf qu'il y a un détail que vous avez relevé dans votre livre. Bon, en ce qui concerne le premier tour du scrutin de l'élection présidentielle en 2010, c'était le 30 Mhm. octobre, et le scrutin s'est déroulé de l'avis de tous de façon satisfaisante, puisque la Oui, commission électorale indépendante a donné les résultats provisoires dans le délai qui lui est imparti. Et les 3 jours après le scrutin, le, oui, le Conseil constitutionnel, qui n'a eu aucune requête en réclamation, a donné son verdict dans le délai réglementaire, c'est-à-dire 7 jours après sa saisine. Et comme il n'y a pas eu de saisine, le résultat a été donné le 4 novembre. mhm. Et le certificateur des Nations Unies a effectivement certifié également ces résultats. Et tous les observateurs qui étaient présents, qu'ils soient de l'Union européenne, qu'ils soient de la Fondation Carter, qu'ils soient de l'Union africaine, qu'ils soient des observateurs africains, tout le monde a reconnu le fait que ces élections se sont bien déroulées. Et les résultats qui ont Oui, été proclamés par la Commission électorale indépendante ont été confirmés par le Conseil
constitutionnel et par le facilitateur. Et le président Laurent Gbagbo est arrivé en tête de ce scrutin avec 38,30% des suffrages exprimés. Le président actuel, Alassane Ouattara, dans le candidat à l'époque, est arrivé second avec 32,8% du scrutin et le président Bédié, paix à son âme, avait 25,24% des voix. Et je rappelle que c'était un scrutin inclusif. Il y avait 14 candidats qui avaient été retenus par le Conseil constitutionnel. On verra qu'on est passé de l'inclusivité du scrutin de 2010 à tout à fait le contraire pour l'élection qui aura lieu en 2025. Et le deuxième tour devait avoir lieu, selon la Constitution, 15 jours après. Donc vous avez vu que le deuxième tour a eu lieu le 28 novembre. Et nous nous sommes demandé dans cet ouvrage pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté les 15 jours pour aller au scrutin en termes de deuxième tour. On n'a pas la réponse, mais il est curieux quand même de constater que la date du scrutin du deuxième tour chez nous, donc le 15 novembre, correspondait aussi à la date du scrutin au Burkina Faso, où le facilitateur était candidat. Quand on voit ce qui s'est passé par la suite, on se demande si ceci explique cela ou pas. L'histoire nous le dira, mais c'est un fait qui nous a paru important de souligner. Oui, monsieur le ministre, je voudrais quand même revenir là-dessus. Ce que vous dites est très intéressant. Vous dites que normalement, le scrutin du premier tour s'est déroulé le 31 octobre. Normalement, le 14 novembre, il devait y avoir le scrutin du second tour. Sauf que le 14 novembre, il y avait l'élection présidentielle au Burkina Faso. Et du coup, on s'est retrouvé à organiser les élections présidentielles du Côte d'Ivoire le 28 novembre. En violation de la loi, en vrai. Voilà. Maintenant, pour l'instant, c'est un constat. Et comme je dis dans l'ouvrage, il faudra qu'ensemble on cherche pourquoi ce report a été opéré pour comprendre un peu cela. Oui. Monsieur le ministre, quand même, il y a un détail dans votre livre aussi qui est très, très évocateur, qui est très important, que beaucoup de gens ne disent pas. Le président Henri Konan Bédié a déposé une requête pour dire qu'au premier tour, il y avait 600 000 voix qui lui avaient été volées. Alors ça, c'est une question, d'abord c'est vrai, mais vous savez que les recours devant le Conseil constitutionnel se font dans un délai constitutionnel, c'est dans les 5 jours après le scrutin. Et c'est ce que le candidat Laurent Gbagbo a fait. Et malheureusement, pour des raisons encore que l'histoire peut-être nous expliquera, en ce qui concerne le président Bédié, les requêtes sont arrivées après ce délai et donc par définition n'étaient pas recevables. Donc, monsieur le ministre, si je comprends bien, si Henri Konan Bédié avait déposé sa requête dans les temps prescrits par la loi et que sa requête avait été acceptée, peut-être Alassane Ouattara ne serait pas au deuxième tour. Bon, si effectivement il avait respecté les délais, mais avec si vous savez qu'on peut aller loin. La requête d'abord doit être déposée dans les délais. Oui. Ensuite, elle doit être recevable dans la forme avant d'être examinée dans le fond. Et donc, si la requête avait été déposée dans les délais, s'il avait été reçu dans la forme et si les arguments et les documents joints à la requête avaient été jugés, je vais dire, conformes à la loi, il est fort probable que le président Bédié serait au deuxième tour du scrutin présidentiel en 2010. C'est ça. Monsieur le ministre, mais ça c'est quand même assez curieux, et je voulais relever ça avec vous, que Henri Konan Bédié, d'après la mission de l'observation de l'Union européenne, n'a pas battu campagne dans le Nord. Il s'est concentré dans ce qu'on appelle le Nzi Comoré. Il a délaissé le Nord. Ensuite, un autre détail par rapport à la requête, M. Bédié est ancien président de l'Assemblée nationale. Il aurait pu connaître la loi et savoir que la requête est déposée juste dans les 3 jours qui suivent la clôture du scrutin. Il ne le fait pas. Et il y a un autre détail aussi qui m'a un peu interpellé, c'est qu'en 2010, au moment où il y avait la République du Golfe, comme l'appelle l'écrivain Leslie Varenne, Henri Konan Bédié rejoint Alassane Ouattara au QG. Et pour moi, qui a un esprit de soupçon, parce que j'ai travaillé sur le philosophe Nietzsche,
ces détails réunis, est-ce que vous ne pensez pas que entre M. Ouattara et M. Bédié, il y avait un deal avant les élections? D'abord, sur la partie de la campagne électorale dans le nord de la Côte d'Ivoire en 2010, c'est vrai que le PDCI n'a pas battu campagne dans le nord. Mais c'est vrai aussi, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, que le parti d'Alassane Ouattara n'a pas non plus battu campagne dans le nord. Pour eux, Ouais. c'était leur bastion, c'est acquis. De toute façon, les gens vont voter pour eux. Et ils ont préféré bâtir, en tout cas au premier tour, leur stratégie sur les zones qui leur paraissaient plus difficiles, les zones qui sont favorables au président Laurent Gbagbo. Et en 2010, au premier tour du scrutin, le président Laurent Gbagbo a eu 15% des voix dans le nord. Le nord. Très peu de gens savent cela. Au deuxième tour, bon, c'est vrai pour le président Bédié aussi, hein, qui avait estimé que le nord, c'est pour, on va dire, le RDR, et lui, il va se concentrer sur les zones qui lui sont favorables. Et au deuxième tour, la stratégie a changé du côté du RDR, et ça a mis les difficultés dont on parlera certainement. Maintenant, est-ce qu'il y avait un Monsieur le deal? ministre, Est-ce qu'il y avait un deal entre eux? C'est une question qui se pose. On a tous suivi ce qu'on appelle l'appel de Daokro, et où le président Bédié appelait à voter pour le candidat Alassane Ouattara au deuxième tour du scrutin. On ne sait pas mesurer le degré de mise en œuvre de cet appel. Et ce qu'on a appris après, c'est que il semble que l'alternance avait été promise au président Bédié et à son parti pour le scrutin qui allait suivre. Et après, il y a eu des difficultés que l'histoire aussi nous expliquera. En tout cas, l'alternance en sa faveur n'a pas eu lieu. exactement. D'après des contacts que j'ai au Sénégal, au niveau de la loge maçonnique du Sénégal, effectivement, en 2020, il devait y avoir cette alternance entre M. Ouattara et M. Bédié. Il y a eu un contentieux. Il a fallu la loge maçonnique du Sénégal pour les réconcilier. Donc, Monsieur le ministre, maintenant, nous allons passer au deuxième tour des élections. C'est peut-être pour moi la partie la plus intéressante, puisque c'est là que tout va venir. Tout ce qu'on appelle la crise post-électorale, qui pour moi n'est pas une crise post-électorale, parce que pour moi, c'est un complot qui était orchestré de toutes pièces pour faire partie Laurent Gbagbo. Ça, c'est mon avis personnel. C'est intéressant. Mais ce que vous expliquez au deuxième tour, Monsieur le ministre, on va revenir sur les élections du deuxième tour. Et vous dites des choses absolument intéressantes. Après le deuxième tour, le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire la majorité présidentielle, ce que vous appelez la LMP la majorité présidentielle, va déposer une requête auprès du Conseil constitutionnel. Et les raisons avancées, donc moi je voudrais vous demander quelles sont les raisons que Laurent Gbagbo a avancées pour justement dans cette requête qu'il dépose auprès du président du Conseil constitutionnel, qui, je rappelle, s'appelle Paul Yaoundé. Bon, effectivement, après le deuxième tour du scrutin, le président Laurent Gbagbo a déposé 5 requêtes auprès du Conseil constitutionnel. Mais avant de dire en quoi les requêtes ont consisté, je vais expliquer ce qui s'est passé du côté en ce qui concerne la CEI au deuxième tour du scrutin. Je rappelle qu'au premier tour, la CEI a proclamé les résultats provisoires dans les délais de 3 jours qui lui ont été impartis par le code électoral. Au deuxième tour, la CEI n'a proclamé les résultats qu'au 4e jour, c'est-à-dire hors délai, au moment où la CEI n'était plus à même de proclamer des résultats provisoires. Au premier tour, la CEI a proclamé ses résultats au siège de l'institution. Au deuxième tour, la CEI a proclamé les résultats à l'hôtel du Golfe, qui était le siège d'un autre candidat. Ce qui est une violation de la loi. Au premier tour, la CEI a présenté des résultats consolidés par l'ensemble des commissaires devant les représentants des candidats. Au deuxième tour, le président de la CEI était seul
à l'hôtel du Golfe, le 4e jour, avec des résultats non consolidés devant uniquement la presse internationale. Oui. Ça veut dire que ce ne sont pas des résultats au sens de la CEI elle-même, si on se réfère au premier tour, qui ont été proclamés. Oui. Et c'est devant cette situation où le président Laurent Gbagbo était déclaré perdant que les recours ont eu lieu. Oui. Et les recours ont porté sur le fait que, justement, il n'y avait pas eu de consolidation préalable des résultats. Oui. Le président de la CEI était tout seul à l'hôtel du Golfe, sans représentant des candidats, hors délai, et évidemment, toutes choses qui sont contraires au code électoral. C'est ça. Un peu les raisons qui ont amené le président à formuler ces requêtes, étant entendu que dans certains lieux de vote, comme on l'a dit, beaucoup de ces représentants, 500, ont été chassés. Dans beaucoup de bureaux de vote, documents à l'appui, il y a eu beaucoup de violations, il y a eu des décès, il y a eu des transports d'urnes par des personnes qui n'étaient pas habilitées, notamment la Non rébellion. autorisé. Il y a eu des bourrages d'urnes. Donc, il y a eu des personnes qui ont été, des dames qui ont été violentées, déshabillées, humiliées pour un scrutin qui était censé être libre. Il y a des bureaux de vote où l'urne était dehors. Où, là où la loi dit que le vote doit être dans un isoloir et le vote doit être secret. Donc, c'est toutes ces irrégularités qui ont été l'objet des requêtes du président. Et c'était essentiellement dans les zones où, justement, il n'y a pas de désarmement. Dans les zones du Nord. C'est en cela que c'est important de lier le fait qu'on ait été aux élections sans être désarmé avec ce qui s'est passé pendant le scrutin. Donc, voici un peu les motivations et quelques éléments du contenu des requêtes que le président a fait devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel les a jugés recevables et fondés en partie. Donc, la partie qu'elle a jugée non fondée n'a pas été considérée, et la partie qu'elle a jugée fondée a été considérée et a été amenée à l'annulation des scrutins dans certaines régions. Vous avez des régions où la majoration a été de 100% entre la compilation des résultats et ce qu'il y a sur les documents. À Boaké, 100 000 voix ont été données au candidat Alassane Ouattara sans qu'on sache pourquoi. Donc, voici les éléments sur lesquels le président s'est basé pour faire ses requêtes. Je dois préciser que pour le fondement des requêtes, pendant le scrutin, la direction des campagnes s'était réorganisée pour justement, à travers des QG, recevoir les personnes qui ont été blessées, les personnes qui ont été violentées, pour écouter, pour les recenser, écouter leurs témoignages, faire les photos, et donc former la documentation qui justifiait donc les requêtes que le président a formulées. Oui. Monsieur le ministre, vous me permettrez de lire un passage de votre livre que j'ai lu ici, voilà. Je vais lire un passage assez intéressant sur, effectivement, sur ce qui s'est passé à l'époque en Côte d'Ivoire. Vous avez dit, je vais retrouver ce passage-là, voilà, c'est là. Vous avez dit, les élections n'ont pas été libres. Nous sommes à la page 154 de votre livre. Vous dites, il fallait voter pour un seul candidat, celui du Nord, et personne d'autre. Celui qui se trompe sera châtié. Les électeurs ont ainsi été l'objet d'actes d'intimidation, de menaces et de voies de fait graves, allant jusqu'au viol des femmes, monsieur le ministre. Mais c'est vraiment juste des éléments pour vous dire que d'abord on a suivi très près la situation, on l'a documenté. Vous allez voir qu'il y a certains passages du livre où le jour du scrutin, ce qui s'est passé heure par heure a été rapporté. Vous avez le rapport du CCDI, donc l'organe chargé de la sécurité des élections, qui confirme cela. Et alors que si vous regardez le code électoral,
pendant que le jour du scrutin, les gens menaçaient les électeurs et les obligeaient à voter pour tel candidat et pas pour tel autre, la loi, le code électoral dit que la campagne électorale finit l'avant-veille du scrutin. Ça veut dire que le jour du scrutin, ce n'est pas régulier qu'on soit encore en train de battre campagne, encore moins de menacer et d'obliger les gens à voter vers tel ou tel candidat parce que le vote est libre. Donc, vous avez beaucoup d'autres arguments comme ça dans lui qui montrent que le vote n'a pas été un vote libre, un vote démocratique, comme il devait être. La question que nous, on s'est posée dans le livre aussi, c'est par rapport à la CEI toujours et au deuxième tour. J'ai expliqué comment son comportement a changé. Donc, elle sait ce qu'il faut faire puisqu'elle l'a fait au premier tour. Et on se demande pourquoi au deuxième tour, les choses sont passées ainsi. Est-ce que le président de la CEI était libre? Parce qu'il a quand même commis une erreur grossière, qui est de proclamer des résultats provisoires dans les conditions qu'on vient de rappeler. Est-ce qu'il était libre quand il faisait cela? Est-ce qu'il était conscient du fait que ce faisant, il volait lui-même son serment? Oui. Et puis pourquoi le certificateur, dont le représentant des Nations Unies, est resté silencieux sur ça? Pourquoi il n'a pas dénoncé cette étape de la certification qui n'a pas été respectée? Ce sont des questions, encore une fois, que l'histoire permettra de découvrir, mais c'est des questions vraiment qu'on se pose. D'accord. Voilà. Donc, Monsieur le ministre, alors, à la suite de la proclamation des résultats par la commission électorale face à ces violations flagrantes du code électoral, du code de bonne conduite, toutes ces femmes qui ont été violées parce qu'elles voulaient voter Laurent Gbagbo, toutes ces violences, toutes ces menaces qui ont été faites aux représentants de Laurent Gbagbo, on s'est rendu compte que dans certains bureaux de vote dans le Nord, il n'y avait pas de représentants du président Laurent Gbagbo. Beaucoup de bureaux de vote. Absolument, j'ai déjà dit à plus de 500 personnes. Et alors, au deuxième tour du scrutin, on avait essayé, puisque les gens cédaient à la menace auquel ils faisaient face, on a essayé de renforcer la représentation du candidat Laurent Gbagbo dans les bureaux de vote au Nord. Donc, on a pu, on va dire, recruter beaucoup de volontaires qui voulaient aller faire un appui dans les bureaux de vote du Nord pour que le scrutin soit un peu plus démocratique. Les convois sont partis d'Abidjan, ils sont arrivés à Boaké, où les rebelles les ont bloqués sous des prétextes divers. Le DNC vous a pas donné d'ordre de mission, ce qui n'était pas réel, et d'autres arguments. Et ils ne les ont libérés que l'après-midi du jour du scrutin. Évidemment, ils ne pouvaient que revenir à Abidjan. Donc, ça veut dire simplement qu'il y avait vraiment un système pensé pour qu'ils soient en roue libre pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans cette zone où on n'avait pas encore désarmé au moment du scrutin. Voilà. Et donc, cela va conduire certaines personnalités à réagir, dont notamment l'ancien Premier ministre du Togo, qui va réagir et qui va dénoncer une forme de violation donc, de certaines institutions, notamment de l'intégrité ou de certaines institutions ivoiriennes. Je parle de l'ancien Premier ministre du Togo. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont réagi devant cette situation qui n'est pas normale, simplement. Donc, parmi ces personnes-là, vous avez le Premier ministre Kofigo, qui est ancien Premier ministre du Togo, qui est avocat de formation et qui a dénoncé ce qui s'est passé. Plus beaucoup d'autres personnes et institutions qui ont dénoncé ce qui s'est passé. Oui. Alors, je lis rapidement pour nos téléspectateurs une phrase donc, de Joseph Kofigo, l'ancien Premier ministre du Togo. Il dit « Personne ne peut plus remettre en cause cette juridiction parlant du Conseil constitutionnel. Dès l'instant où le Conseil constitutionnel a proclamé Laurent Gbagbo président, normalement, il n'y avait pas de recours possible. » Monsieur le ministre, je voudrais que vous reveniez avec moi sur l'analyse qu'a faite Awa Domelo du processus électoral. On va revenir là-dessus parce que pour moi, c'est très intéressant. Awa Domelo remarque en fait, c'est en fait dans une analyse intitulée Ma part de vérité, Gbagbo a bel et bien gagné les élections. Awa Domelo va passer en revue tous les 19 041 procès-verbaux issus des élections de 2010. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pourrez nous expliquer point par point ce que Awa Domelo dit? Voilà. Avant d'en arriver là, je voudrais préciser que l'intervention du ministre Awa Domelo et de d'autres personnes
s'est inscrit dans le contexte qui a suivi la certification. Oui. Dans ce contexte-là, la CEI, dans les conditions que je vous ai rappelées, a déclaré que le candidat Alassane Ouattara était élu. Le Conseil constitutionnel, évidemment, puisque la CEI était hors délai, a déclaré nul et non recevable ces résultats. Le président Gbagbo Laurent a introduit des requêtes auprès de la CEI sur ce qui s'est passé au nord et ailleurs. La CEI les a jugés recevables et fondés en partie, a rendu son verdict et a proclamé le candidat Laurent Gbagbo élu président de la République de Côte d'Ivoire. Les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours et elles s'imposent à tous. Les institutions, les partenaires, l'armée, l'administration. Quand le Conseil constitutionnel a proclamé un candidat, le débat est clos. Oui. Sauf que dans ce cas, le Conseil constitutionnel a déclaré le 4 décembre 2010 que le président Laurent Gbagbo était élu. Ce même 4 décembre 2010, le candidat Alassane Ouattara a produit auprès du Conseil constitutionnel une lettre dans laquelle il avait prêté serment. Et la prestation de serment selon la Constitution se fait devant le Conseil constitutionnel réuni en session extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, lui étant basé sur les résultats de la CEI, sur les cas de résultats, la communauté internationale s'est basée par la suite. Lui, il a nommé un premier ministre, un gouvernement, il a remplacé des ambassadeurs, il a remplacé des hauts fonctionnaires dans l'administration et tout ça. Et après avoir prêté serment, le 4 décembre, le président Laurent Gbagbo a formé son gouvernement le 6 décembre 2010. Et le 12 décembre, il a écrit une lettre au Conseil constitutionnel pour demander son avis sur les décisions qui avaient été prises par le candidat Alassane Ouattara. Et le Conseil constitutionnel a dit que ces décisions, évidemment, ne peuvent pas être opposées à la République de Côte d'Ivoire. Je rappelle aussi que la certification qui est de la responsabilité du secrétaire général des Nations Unies et son représentant en Côte d'Ivoire ne se substitue pas au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale indépendante. Alors, ce qui s'est passé au premier tour concernant la certification, le 2 novembre, on a voté le 30 octobre 2010. Le 2 novembre 2010, la CEI a proclamé les résultats provisoires. Le 3 novembre, la CEI a proclamé le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs. Et le 12 novembre, le certificateur a certifié le scrutin. Au deuxième tour, la CEI a proclamé les résultats, on va dire comme ça, provisoires, le 2 décembre, donc en retard, dans les conditions qu'on a déjà rappelées, hors délai, hors lieu, tout seul et tout ça. Le certificateur n'a pas réagi à cette étape du processus électoral en la dénonçant. Et le 3 décembre, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs. Et le 12 décembre, le certificateur a fait une conférence de presse dans laquelle il dit que le 29 novembre, il avait implicitement certifié le résultat du scrutin présidentiel du deuxième tour. Je ne sais pas si on se comprend bien. Je comprends très bien, monsieur le ministre, oui. Donc, je répète quand même pour les autres. On a voté au deuxième tour le 28 novembre. Le 28 novembre. Le 2 décembre, donc au 4e jour, la CEI a proclamé des résultats qui ne sont pas provisoires, c'est des chiffres. Le certificateur n'a pas réagi. Puisqu'ils étaient hors délai, le Conseil constitutionnel a dit que ces résultats ne peuvent pas être acceptés parce qu'ils sont hors délai. Il a eu des requêtes du président Laurent Gbagbo qu'il a examinées et il a proclamé les résultats définitifs qui devaient mettre fin au débat. Le certificateur, le 12 décembre, était censé donc certifier simplement ce scrutin. Mais lui, il dit que le 29 novembre, donc dès le lendemain du deuxième tour, il avait, au cours d'une conférence de presse, implicitement
certifié le deuxième tour du scrutin. Il a certifié le deuxième tour du scrutin avant que la CEI n'intervienne, avant que le Conseil constitutionnel n'intervienne. Oui. Et je me rappelle que ce jour-là, le 28 novembre, le jour du scrutin, je suis allé le voir à ses bureaux à Sébroko. J'étais avec une délégation de la direction des campagnes. On venait de rentrer, de clore le scrutin. On avait les informations sur l'ensemble du pays. Nous sommes allés le voir pour lui présenter la situation et pour lui indiquer tous les cas d'irrégularité et de fraude qu'on avait constatés. Et on lui avait dit que ce sont ces mêmes documents qui seront utilisés par le candidat Laurent Gbagbo pour faire ses requêtes devant le Conseil constitutionnel. J'ai même fait une interview à Radio Onissi, qui était la radio des Nations Unies, au cours de laquelle j'ai dit ce qui s'est passé. Cette interview n'a jamais été publiée. Et le 29, donc le lendemain du jour où on est parti le voir, il dit qu'il a implicitement certifié les résultats des élections. C'est tout ça que certains ont appelé la faute originelle. Parce que c'est ça aussi qui a amené tous les problèmes qu'on a. Les Nations Unies sont une institution qui a été créée en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale pour amener la paix dans le monde. Et c'est curieux qu'au cours d'un processus électoral, que ce soit là que les difficultés vont naître. Maintenant, ce que Don Melo a dit, Don Melo était chargé d'une structure qu'on appelle le CILS, qui était chargé de récolter les candidats par son propre système et de les numériser. Et il a donc regardé l'ensemble des bureaux de vote. Il a mis le nombre des bureaux de vote dans sa publication. Et il a regardé les données de la CEI. Il a regardé ses propres données. Et il a fait une remarque importante. Il y a plus de 1000 bureaux de vote dont les résultats, 1039 pour être plus précis, dont les résultats n'ont pas été envoyés à la CEI. Ça fait plus de 300 000 électeurs. Ça fait 7% du corps électoral. Pourquoi ça n'a pas été envoyé? Ça n'est pas des questions qu'on doit se poser. Mais quand il a compilé ces résultats, parce que ce qu'il voulait savoir, c'est fonder sa conviction sur ce qui s'est passé, il est arrivé au fait que, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné le deuxième tour du scrutin. Et vous voyez bien que cette question de qui a gagné les élections n'est plus d'actualité, puisque tout le monde le dit, des ouvrages se font, des publications dans les radios, les télévisions se font, parce que simplement, c'est un fait historique. Donc voilà un peu le travail que Don Melo a fait. Monsieur le ministre, vous voyez, j'ai noté dans votre livre, j'ai presque salué le livre, hein, parce que j'ai le travail de Awa Don Melo, vous voyez, j'ai tellement lu le livre. Le travail de Awa Don Melo est détaillé et fouillé, donc je voudrais demander aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes d'aller s'acheter ce livre pour comprendre ce qui s'est passé en 2010. Le président Laurent Gbagbo a bel et bien remporté les élections et il a fallu un concours d'une association de malfrats, donc avec à la tête Nicolas Sarkozy et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour qu'Alassane Ouattara soit aujourd'hui à la tête des Ivoiriens, ce qui pour moi est peut-être le plus grand crime de ce début du 21e siècle, qui a été commis sur un peuple indépendant et souverain. Monsieur le ministre, je vais toujours revenir sur un passage, on va faire un bond parce que le livre est tellement riche que je voudrais qu'on explore un certain nombre de points avec vous. Vous avez, à un moment donné de ce travail-là, vous avez relaté heure par heure, point par point, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pendant ces événements-là. Donc, est-ce que vous pourrez revenir un peu sur cette journée-là, qui commence à 8 heures chez vous, où vous êtes informé que les représentants de la majorité présidentielle étaient chassés des bureaux de vote? Bon, peut-être pour ne pas lire le livre, pour amener tous ceux qui le souhaitent à lire le livre, je ne vais pas lire tout ce qui s'est passé cette journée-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que moi, je suis du Nord. Je suis inscrit à Korogo. Je vote à Korogo depuis toujours. Donc, ce jour-là, j'étais sur les lieux. Je suis allé voter. J'ai commencé à faire la supervision dans les bureaux de vote avant de rejoindre Abidjan pour accompagner le président Gbagbo pour aller voter. Et les choses ont commencé devant moi vers 11 heures. Je rappelle qu'au premier tour du scrutin, le PDC n'a pas battu campagne dans le Nord. Le RDR n'a pas battu campagne dans le Nord. Pour des raisons différentes.
Le PDCI considère que c'est le fief du Nord. Le RDR considère que c'est son fief, donc il n'y a pas d'effort à faire. Et ils se sont rendus compte que Gbagbo Laurent a eu 15% des voix au premier tour. Donc au deuxième tour, ils sont revenus, on va dire, en force. Vers 11 heures, ils se sont rendus compte de la vacuité des bureaux de vote et c'est en ce moment que les instructions ont été données et les troubles ont commencé. Et nous avons, à partir de ce moment-là, puisque les gens venaient nous voir, chacun pour dire il y a ceci ou cela, on s'est tout de suite réorganisé. On s'est donné un QG où on recevait tout le monde, on soignait les blessés, on payait les ordonnances, on les enregistrait, on écoutait leur histoire et on a donné les instructions pour que la soit ainsi sur l'ensemble du pays. Ce qui fait qu'à la fin de cette journée électorale, on avait une vue d'ensemble sur tout ce qui s'est passé les jours du scrutin sur l'ensemble du pays. Mais comme je l'ai dit, c'est cette base que le président a fait ses requêtes. Mais c'est une journée vraiment difficile. C'est une journée vraiment difficile où c'était tout sauf la démocratie. C'était tout sauf les élections. Et ce que nous souhaitons tous, c'est qu'en 2025, on ne soit plus jamais dans ce cas de figure. Bon, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais rappeler ce livre absolument magnifique qu'a écrit le docteur Issa Malik Coulibaly sur les événements ivoiriens, sur l'élection de 2010. Tout est détaillé. Et en effet, le président Laurent Gbagbo a bel et bien remporté les élections en 2010. Je vous invite tous à vous procurer ce livre qui vous permettra de comprendre et qui permettra justement de refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on a tenté de falsifier. Et il faut ramener, les choses sont à l'envers actuellement en Côte d'Ivoire, il faut les ramener à l'endroit. Et ici, ce qui se passe ici, ce livre nous apprend à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, comme on arrive au thème de notre émission, je vais demander au ministre de nous donner de nous dire son dernier mot et de passer un message aux Ivoiriens à l'aube de l'élection présidentielle qui s'annonce bientôt. Monsieur le ministre, je vous laisse le mot de la fin. Je voudrais confirmer que c'est ma première prise de parole depuis ce qui s'est passé en 2010-2011, donc depuis une quinzaine d'années, alors que j'ai joué un rôle de premier plan. Et deuxième élément que je voulais dire, c'est que le livre lui-même, ça fait 5 ans qu'il est apparu. C'est la première fois qu'on parle de ce livre, parce que je cherchais une opportunité pour parler de ce livre. Et l'élection présidentielle à 2025 m'a paru être cette opportunité. Je rappelle qu'en 2010, l'élection était inclusive. On avait 14 candidats au premier tour. 2 sont restés pour le deuxième tour. Je rappelle aussi que parmi les candidats, il y avait tous les signataires des accords de Marcoussis qui voulaient être candidats. Oui. Donc les candidatures ont été acceptées sur la base de la loi, mais sur la base aussi de considérations politiques. En ce qui concerne la liste électorale, en 2010, elle était consensuelle. On a eu un épisode avec l'ancien président du Conseil constitutionnel, mais ça a été vite réglé. Donc, on est parti au scrutin avec une liste électorale consensuelle. En ce qui concerne la CEI en 2010, elle était dans les mains de l'opposition de l'époque et le président Laurent Gbagbo avait réussi à faire accepter ça à ses partisans. Donc, on est parti avec une commission électorale indépendante que tout le monde avait acceptée. Nous sommes à 5 mois du scrutin présidentiel de 2025. Quand vous prenez les mêmes paramètres, si vous prenez l'inclusivité des candidatures, on n'y est pas. Au contraire, on est dans l'inverse. Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste, Thiam n'est pas sur la liste, Guillaume Soro n'est pas sur la liste, Blé Goudé n'est pas sur la liste. 2010, inclusivité, 2025, on est loin de là. Deuxième élément, la liste électorale. En 2010, elle était consensuelle. En 2025, la liste qui a été publiée provisoire maintenant, il y a plus de 60% des cas d'irrégularité sur la liste électorale. Nous avons suivi toutes les étapes du contentieux électoral que la CEI elle-même a élaboré selon la méthode que la CEI a élaborée. Dans 70 à 100% des lieux de vote où on devait déposer nos requêtes, les requêtes ont été refusées. Et dans 100% des requêtes,
dans 100% des cas, toutes les requêtes dans la phase administrative du contentieux ont été refusées par la Commission électorale indépendante. Nous sommes allés à la phase judiciaire du contentieux. La justice a dit que nos requêtes n'étaient pas recevables. On a bien compris que c'était pour ne pas aller plus loin. C'était pour ne pas aller sur le fond, parce que sur le fond, vous avez des très nombreux cas d'irrégularité, de personnes qui ne remplissent pas les conditions du code électoral pour être sur la liste électorale et qui y sont. Et troisième élément, la CEI elle-même. En 2010, elle était consensuelle. 2025, on n'y est pas du tout. Moi, je me dis, si en 2010, avec un scrutin inclusif, avec une liste électorale consensuelle, avec une CEI sur laquelle on s'est mis d'accord, on est arrivé au résultat qu'on déplore nous tous, qu'est-ce qu'il en sera en 2025, maintenant que le scrutin n'est pas inclusif, que la liste électorale n'est pas fiable, que la CEI n'est pas impartiale. En même temps, personne ne souhaite, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs dans le monde, que ce qu'on a vécu en 2010 se reproduise. Il nous reste donc que les autorités politiques actuelles prennent de la hauteur pour faire en sorte que ce pays ne sombre plus à l'occasion du scrutin présidentiel 2025 à venir. Parce que malheureusement, ce qu'il nous est donné de voir, c'est la mise en place de tous les ingrédients qui, si on ne fait pas attention, vont aboutir à une situation que personne ne souhaite en 2025. Donc, je finis par une sorte d'appel. C'est vraiment un appel aux responsables actuels, parce que c'est à eux de prendre les initiatives, c'est à eux de prendre les décisions dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt des populations, comme le président Laurent Gbagbo l'a fait en 2010, pour que les élections qui arrivent soient simplement un jeu dans lequel vous avez deux équipes ou plusieurs, mais deux équipes au deuxième tour qui s'entraînent avec chacun sa stratégie. Il y a des règles du jeu qui sont le code électoral. Il y a un arbitre qui est à la CEI qui doit être impartial. Il y a un temps de jeu qui est le jeu du scrutin. Et puis il y a un score qui est ce que chacun va avoir à la fin du jour du scrutin. Et pour que celui qui gagne soit félicité par celui qui a perdu et que la Côte d'Ivoire se réveille en joie le lendemain. Et qu'on sorte de cette sorte de signe indien où chaque fois qu'il y a les élections chez nous, ça se termine mal. Chaque fois. Il faut que vraiment, pour une fois, tout le monde veuille bien qu'on s'en sorte. Et Dieu même va nous aider ce faisant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et on s'est dit à très bientôt, Monsieur le ministre, pour un autre rendez-vous, notamment sur le scrutin qui arrive bientôt en 2025. Merci beaucoup.